Bueno, pasamos ahora entonces a la intervención de Jean-Paul Diez, que viene de Francia y procede concretamente del rectorat de Clermont-Ferrand. El rectorat en Francia es la representación en cada provincia del Ministerio de Educación. Jean-Paul Diez es consejero en formación continua y trabaja en el Polo de Development y Coordinación de la Formación, que pertenece a la Delegación Académica de la Formación Profesional Inicial y Continua, y son los encargados de poner en marcha los programas de formación profesional. Una cuestión que, mientras se coloca, aprovecho para comentar una cuestión. Ya están surgiendo en los foros algunas preguntas a las intervenciones que están haciendo. Bueno, pues lo dejaremos para el final. Al final, cuando ya todo el mundo quiera intervenir, pues ya leeré las preguntas que nos están llegando por la vía de Internet, y aprovecharemos para saludar a la gente que nos está siguiendo desde otros sitios, ¿no? Jean-Paul, quand tu veux. Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Alors, donc, je vais essayer de vous présenter le système de formation professionnelle en France, vu du côté du ministère de l'Éducation nationale. Et vous allez voir qu'effectivement, en France, il existe plusieurs possibilités de formation en alternance et que plusieurs ministères se sont penchés sur ce problème. De mon côté, moi, c'est l'Éducation nationale, puisque je suis un ancien professeur. Donc, je vais vous donner un aperçu de la formation en alternance en France. Je dis bien en alternance parce que nous sommes loin encore d'avoir un système dual comme ont nos amis allemands. Vous venez de voir l'exposé de Philippe. Vous allez voir qu'en France, nous avons essayé de poser quelques principes, mais que nous sommes loin d'avoir atteint leur niveau d'expertise. Donc je vais vous donner la réalité de ce qui existe actuellement à l'Éducation nationale au travers de quelques exemples concrets. Et vous allez voir comment on construit ces formations professionnelles, quelle est la part de l'alternance que l'on met dedans, et que vous allez voir qu'elle est très variable selon le statut, le niveau, et même, j'allais dire, le valideur de la formation. Donc, comme l'a dit tout à l'heure Alexandre, je suis conseiller en formation continue au rectorat de Clermont-Ferrand. Un conseiller en formation continue à l'Éducation nationale en France, c'est quelqu'un qui s'occupe de la formation professionnelle moins des élèves que celle des salariés. Et c'est vrai que je travaille beaucoup pour les entreprises de ma région, où je monte des plans de formation professionnelle. Mais ces plans de formation professionnelle ont un point commun avec le sujet d'aujourd'hui, c'est que, quel que soit le statut de celui qui suit la formation, ces formations ont maintenant une grande part d'alternance. Et on essaye de varier les apports de connaissances entre ce qui se fait en centre de formation et ce qui peut s'apprendre en entreprise. Et dans le civil, avant, j'étais aussi professeur de sciences et techniques industrielles, il y a bien longtemps. Alors. Chez nous, comme je viens de vous le dire, la formation professionnelle peut s'appliquer selon, donc, si on est en formation initiale, c'est-à-dire si on a entre 16 et 25 ans, sous deux statuts, le statut de l'apprentissage, par le contrat d'apprentissage, ou sous le statut scolaire ou d'étudiant. Et si on est au-dessus de 16 ans, à partir du moment où on a fini la formation initiale obligatoire, on peut avoir un autre statut qui est celui de la formation professionnelle continue. Et à ce moment-là, on peut bénéficier aussi de formation en alternance sous deux formes, la forme du contrat de professionnalisation et sous la forme de stagiaire de la formation continue. Deux mots sur le contrat de professionnalisation. Je ne sais pas si c'est une mesure qui existe en Espagne, mais chez nous, la formation professionnelle des salariés est financée par les entreprises. Et dans le cadre de ce financement pour les entreprises, il y a toute une partie de la collecte de ce financement qui est dédiée à la formation des jeunes. Et pour former les jeunes, on les forme sous forme de contrat de professionnalisation.
Et ces contrats de professionnalisation ont bien sûr toute une partie d'alternance obligatoire. Alors, comme je viens de vous le dire, la formation professionnelle de l'éducation nationale, elle repose naturellement en formation initiale les établissements scolaires. Et donc on trouve de la formation professionnelle dans les lycées professionnels, dans les lycées généraux techniques, dans les centres de formation des apprentis, dans les sections d'apprentissage ou dans les unités de formation par apprentissage ou même dans les universités. Et en formation continue, on trouve de la formation professionnelle dans les groupements d'établissements, c'est le service que je dirige au rectorat de Clermont-Ferrand, dans les centres de formation professionnelle du ministère du Travail, qui sont l'AFPA, qui est aussi un grand réseau de formation professionnelle pour adultes, et dans les autres établissements privés. La formation professionnelle en France repose sur une multitude d'officines privées, en plus de réseaux de grands ministères comme celui de l'Éducation nationale ou celui du ministère du Travail. Alors, qui est-ce qui crée les formations professionnelles? Là, tout à l'heure, Philippe nous a bien expliqué le processus de création qui est très important parce qu'il faut qu'il y ait un consensus entre les entreprises, les salariés, les experts d'un métier et les chambres représentatives de ces métiers. Tout cela pour pouvoir avoir des corpus de référence qui vont être valides sur toute la France, sur tout le pays. Pour nous, en France, les diplômes sont nationaux, c'est-à-dire que l'on garantit à n'importe quel public d'avoir le même traitement, qu'il soit à Lille, à Dunkerque, à Paris ou à Clermont-Ferrand d'où je viens, ou au sud de Marseille. Il aura le même contenu de formation et on aura les mêmes exigences pour valider sa formation, quel que soit le point sur le territoire. Et cette garantie, on l'a parce qu'on construit en consensus les référentiels des diplômes. Et on les crée à l'Éducation nationale via des commissions professionnelles consultatives. Depuis 1948, ces commissions paritaires consultatives, consultatives, sont réunies. Elles se réunissent au fur et à mesure qu'il y a des besoins de rénovation de qualifications professionnelles ou des émergences de qualifications professionnelles nouvelles. Actuellement, en France, comme dans beaucoup d'autres pays européens, il y a un accent émis sur les énergies renouvelables. Quelles sont les qualifications requises pour pouvoir travailler dans les énergies renouvelables? Est-ce que les énergies renouvelables vont être l'éolien, les puits artésiens, etc. On va séparer tout cela en plusieurs technologies et on va produire dans un processus assez lent, Philippe a dit 1 an, en France, je peux vous garantir que ça dure au moins 1 an, on va réussir à se mettre d'accord sur un certain nombre d'activités professionnelles que l'on va mettre dans un référentiel professionnel. Donc ça, c'est le côté éducation nationale. Mais parallèlement au diplôme de l'éducation nationale en formation professionnelle, il existe aussi donc des commissions nationales de compétences professionnelles qui sont mises en place par le ministère du Travail. Et dans ces commissions nationales de certification professionnelle, on n'élabore pas des diplômes, mais des titres professionnels. Mais là aussi, il y a un parallèle à faire. Je parle un peu vite pour la traduction. Je vais donc parler plus lentement. Le parallèle à faire est que le ministère du Travail, lui aussi, met en place des formations avec une alternance forte. Tous ces diplômes ou tous ces titres qui ont une portée nationale sont regroupés dans un même organisme qui est le répertoire national des certifications professionnelles. Et on ne peut pas, en France, délivrer un titre ou un diplôme s'il n'est pas inscrit dans ce répertoire national qui fait la loi, en fait. Donc rien ne peut se faire tant qu'on n'a pas inscrit son titre ou son diplôme dans ce répertoire.
Alors, pour le ministère de l'Éducation nationale, ces commissions paritaires, ces commissions professionnelles consultatives sont une vraie fabrique de diplômes. Philippe l'a expliqué tout à l'heure, on a autour de la table toutes les parties prenantes sur une même compétence, sur un même métier. Et à travers 4 collèges, qui sont des gens élus, bien sûr, qui représentent donc la profession, soit des employeurs, soit des salariés, soit des pouvoirs publics, soit le collège de personnalités qualifiées, c'est-à-dire les experts d'un même métier. Ces gens-là se réunissent pour élaborer ce que l'on appelle le répertoire des activités professionnelles, le RAP. Cette base d'activités professionnelles va nous permettre de décrire le métier dans toutes ses composantes, en compétences et en savoir. Et ça fera l'objet d'un deuxième écrit qui s'appelle le répertoire des compétences professionnelles. Et c'est important, ce répertoire des compétences professionnelles, parce que c'est sur celui-ci qu'on va s'appuyer pour valider les formations. Et là, on fait le parallèle avec l'alternance, car c'est à ce niveau-là que les partenaires sociaux, que les employeurs, les salariés se mettent d'accord avec les experts pour décider quelle va être la partie des compétences professionnelles, donc des savoirs, qui vont être transmis par l'entreprise. Donc dès le processus de création du titre ou du diplôme, il faut se mettre d'accord pour savoir quelle va être la formation qui va être faite dans l'entreprise, qui ne va pas être faite en lycée, qui ne va pas être faite au lycée professionnel, qui va être faite dans l'entreprise. Et ça, ce moment-là est très délicat, parce que depuis maintenant une quinzaine d'années, non seulement une partie de la formation est faite dans l'entreprise, mais une partie de la formation est validée dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'un jeune peut tout à fait échouer à un diplôme parce qu'il n'aura pas réussi ses compétences dans l'entreprise. Donc il s'agit de bien écrire ce que l'on va exiger de lui en savoir-faire, en savoir et même en savoir-être, pour qu'on puisse être sûr, toujours notre volonté d'avoir le même traitement sur tout le territoire. Il ne faut pas qu'il soit plus difficile d'obtenir le CAP de carreleur à Clermont-Ferrand par rapport à Paris ou par rapport à une autre ville de France. Il faut que le traitement du stagiaire, de l'apprenant, le traitement de l'élève soit le même partout. Quand je vous disais que les CPC sont d'une fabrique de diplômes, à l'heure actuelle, voilà tout ce que nous avons en magasin au niveau de l'éducation nationale jusqu'au niveau Bac plus 2. Je n'ai pas les chiffres au niveau 2 et niveau 1, mais vous avez la possibilité d'avoir des formations professionnelles en alternance du niveau 5, c'est-à-dire du niveau du CAP, jusqu'au niveau de l'ingénieur. Actuellement, nous avons 201 CAP, 48 BP, 36 mentions complémentaires. Je vous fais grâce des autres chiffres, simplement pour vous montrer le volume des certifications possibles en formation professionnelle en France. Et ceux-ci, ce ne sont que les diplômes du ministère de l'Éducation nationale. Nos collègues du ministère du Travail, nos collègues du ministère de la Santé, nos collègues du ministère de l'Agriculture en ont aussi en magasin, avec la même philosophie de construction, les mêmes exigences nationales. Pour vous dire donc que l'alternance est vraiment une donnée maintenant prise en compte sur tous les grands ministères en France. Quelques dates. Je vous ai dit qu'on était moins en avance que nos collègues allemands. On fabrique des diplômes depuis 1948 avec la même philosophie. Par contre, l'intégration de l'alternance, elle date uniquement à partir de 1979. Elle est devenue un élément de la loi et elle est donc publiée au même titre que le diplôme au journal officiel. Depuis 1979, on parlait de séquences éducatives en entreprise.
En 1985, on a parlé de période de formation en entreprise. Et en 1993, on parle de section d'apprentissage dans des établissements publics. Et en 2003, on parle de période de formation en entreprise. Tout ça pour vous dire que le vocabulaire change, mais que la philosophie reste, à savoir, on confie maintenant, depuis 1979, une certaine partie de formation dans les entreprises. Mais depuis simplement 2003, on confie aussi une partie de la validation en entreprise. Je vous ai dit tout à l'heure que dans les commissions consultatives, il y avait toute l'élaboration donc des contenus, il y a aussi toutes les durées d'alternance. Et je vous ai dit aussi que cette durée d'alternance est très variable selon le niveau ou le statut de l'apprenant. Par exemple, si l'élève est en statut scolaire en formation continue, la durée pour un niveau 5, un niveau de CAP, elle sera d'environ 14 semaines. Mais 14 semaines pour 72 semaines de formation. C'est-à-dire que sur 2 ans, 2 années scolaires, 2 années de 36 semaines, l'élève va ne passer que 12 à 16 semaines en entreprise. Donc on est loin du modèle allemand où l'alternance est beaucoup plus grande. Par contre, si le même élève a un statut d'apprenti, là l'alternance, elle est de 70 semaines pour 94 semaines de formation. Donc on voit bien que la marge de progrès que nous avons à faire, nous en France, c'est d'essayer d'harmoniser cette partie d'enseignement en entreprise pour essayer d'en tirer plus parti. Pour l'instant, on est encore sur 2 régimes assez différents entre le statut scolaire et le statut d'apprenti. De même, et à la différence de tout à l'heure pour le niveau 5, en niveau 3, en niveau BTS, c'est-à-dire le bac plus 2 années. Sous un statut scolaire ou en formation continue, la durée est de 16 semaines, voire 22 semaines pour des cas un peu particuliers de baccalauréat professionnel créé à la demande d'entreprise, mais pour 72 semaines de formation. Alors qu'en apprentissage encore, on a un temps d'alternance beaucoup plus grand, à 55 semaines pour 94 semaines de formation. Donc on a toujours cette différence entre le statut scolaire et le statut d'apprenti. Ensuite, et c'est là aussi qu'il y a tout un tas de différences entre les niveaux et les statuts. Le temps. Comment se fait cette alternance? Comment on répartit l'alternance dans l'année? Sous statut scolaire, la durée de la période de formation en entreprise est souvent fractionnée sans pouvoir être inférieure à 15 jours. En général, c'est 4 semaines d'affilée qui se suivent entre novembre et décembre ou mars et avril. Quand elle n'est pas fractionnée, elle se déroule le plus souvent au mois de juin de la première année de formation. Donc ça, c'est pour le statut scolaire. Et vous voyez que là, on est loin d'avoir le modèle allemand où il y a vraiment un échange entre la partie scolaire et l'entreprise. Bien sûr, le rythme scolaire, le rythme de l'alternance en apprentissage est bien supérieur, puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'il allait jusqu'à 55 semaines. Donc là, on a vraiment une alternance, et là, vraiment, on a ce que vous appelez, vous, les formations duales. Pour un CAP, donc on a 3 semaines en entreprise et 1 semaine en centre de formation. Pour un baccalauréat professionnel, c'est 2 semaines et 2 semaines. Pour les BTS, c'est un peu comme le baccalauréat professionnel. Et pour les brevets professionnels, c'est des alternances de 2 semaines, 1 semaine. Donc, encore une fois, les marges de progrès pour nous seront effectivement dans la clarification de ces alternances et dans
d'essayer d'harmoniser les statuts et les périodes dans l'entreprise. Quelque chose qui, pour nous, au ministère de l'Éducation nationale, est extrêmement prégnant et qui nous soucie, c'est la validation des formations. Nous avons un souci, encore une fois, de transparence et de traitement égalitaire entre tous les apprenants. Et donc, dans les commissions consultatives, il y a toute la réglementation de la validation est écrite et décrite. Tous les éléments qui vont servir à valider la formation sont figés. C'est-à-dire, encore une fois, qu'on ne fait pas ce qu'on veut d'une région à l'autre. Et les coefficients, la durée des épreuves, comment se passe l'épreuve, tout cela est décrit dans les référentiels de diplôme. Par exemple, pour un CAP de cuisine, les acquis en entreprise vont se mesurer à travers une épreuve qui s'appelle l'épreuve professionnelle numéro 2. Cette épreuve, qui va être donc une production culinaire, va avoir un coefficient de 11 sur 25, c'est-à-dire que l'épreuve elle-même a 25 de coefficient, mais il y en a 11 sur ces 25 qui vont être confiés à l'entreprise. Donc il s'agit là, encore une fois, de bien décrire ce que l'on attend de l'entreprise pour qu'encore une fois, on n'ait pas un CAP de cuisine différent d'un lieu à l'autre en France. Il faut qu'on puisse garantir le traitement, l'égalité des traitements. Nous avons ce contrôle durant la formation, le stagiaire, enfin l'apprenant est aussi contrôlé et il a une épreuve conjointe réalisée à travers 2 situations d'évaluation en centre de formation. Qu'est-ce que c'est qu'une épreuve conjointe? Ça veut dire qu'on fait venir dans le centre de formation des représentants de la profession qui vont venir juger du travail de l'élève sur une épreuve professionnelle qui va se dérouler sur les cuisines d'apprentissage dans le centre de formation. Donc on a cette mixité de regards pour pouvoir mesurer les performances et pour pouvoir garantir l'égalité des chances pour tous. Ça, c'est pour les CAP. Par exemple encore, sur un exemple concret de ce qu'on appelle chez nous un brevet de technicien supérieur de négociation et relations clients, ce sont des emplois qu'on trouve beaucoup dans les banques. Donc les employeurs là sont souvent les services, les services des banques. Là, l'expérience en entreprise est évaluée à travers l'épreuve qui s'appelle E6. Encore une fois, je vous ai mis les codes pour bien vous montrer que tout ce qui est écrit là, c'est valable partout en France. Et ça sera, quel que soit le lieu de formation du stagiaire, il aura une épreuve qui s'appelle E6. Et dans cette épreuve E6, on lui demandera une conduite et une présentation d'un projet commercial. Et ce projet a 4 sur 21 de coefficient. Il sera évalué parallèlement au centre de formation. Comme tout à l'heure pour l'élève de CAP, il va avoir un contrôle en cours de formation avec une évaluation qui sera réalisée au travers de 3 situations d'évaluation réparties dans le temps. Tout ça pour vous dire que tout est codifié, tout est écrit et rien n'est laissé au hasard. Enfin, on essaye de faire en sorte que rien ne soit laissé au hasard pour éviter les contestations. Un dernier exemple de prise en considération de l'alternance et donc de parties de la formation qui sont confiées à l'entreprise et validées dans l'entreprise. Par exemple, pour un brevet professionnel, pour un baccalauréat professionnel de travaux publics, les acquis de l'entreprise s'évaluent à travers l'épreuve qui s'appelle E3. Et cette épreuve, elle prend en compte la formation en milieu professionnel, donc sous la forme d'une épreuve avec un coefficient important, puisqu'il est 9 sur 26, avec des sous-épreuves. Et au contraire du BTS, il y a un rapport d'activité en plus qui est noté. Donc, toutes ces situations, encore une fois, sont faites pour pouvoir garantir et sont codifiées pour pouvoir garantir le même traitement à tout le monde. Avant de conclure, je voudrais simplement vous dire que pour nous, en France,
on est sûr maintenant que la formation professionnelle, en incluant des séquences en entreprise, est un plus. On mesure cela avec le taux d'employabilité des jeunes. On se rend compte très vite que les jeunes qui sont issus de l'alternance ont une meilleure insertion professionnelle, plus rapide que ceux qui sont restés en lycée avec un cursus de formation traditionnel. Quelle que soit, j'allais dire, l'issue même de leur formation. C'est-à-dire que l'on voit même des jeunes qui échouent à leur diplôme et qui ont quand même un taux d'employabilité plus élevé que des jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi sans avoir eu une expérience en entreprise. Notre gros problème actuellement en France, ça reste l'attractivité de l'entreprise et la représentation qu'ont les parents de ces formations duales. Et nous essayons en France, depuis maintenant 2009, de faire de l'orientation un peu plus professionnelle que celle qu'on faisait auparavant. Et nous avons depuis 2009 un décret qui oblige tous les jeunes de collège à l'âge en troisième de collège. Alors pour vous, ça doit être des jeunes qui ont entre 14 et 15 ans, qui sont en dernière année de collège. Ils ont une formation en milieu industriel, une formation à l'extérieur d'une semaine obligatoire où ils doivent construire, voir un projet, avoir quelque chose à faire dans une entreprise. Essayer de rencontrer le monde de l'entreprise, de connaître un peu mieux ce monde de l'entreprise, puisque on se rend compte qu'ils ont une très grande méconnaissance des possibilités d'emploi. Et on essaie de travailler donc en amont pour pouvoir orienter plus massivement des jeunes vers les métiers des entreprises, vers les formations professionnelles, parce que pour l'instant, nous avons uniquement un peu moins de 350 000 apprentis en France. Le gouvernement nous avait fixé 600 000 apprentis pour 2013. Nous serons loin de les faire, et nous serons loin de les avoir. Et nous savons que c'est une des garanties pour nous de diminuer le taux de chômage, qui est encore très important pour les jeunes de moins de 25 ans, quel que soit leur niveau de qualification. Je vous remercie de votre attention.